Sur le Vendée Globe, des tempêtes encore et toujours. Pas pour tout le monde, pas pour les premiers qui naviguent dans l'Atlantique Sud, mais bien pour les derniers, encore dans l'océan Pacifique. Cette 10e semaine de course est celle de tous les contrastes. L'arrivée au Sable d'Olonne, elle se déroulera dans les tout premiers jours du mois de février. Cela va faire du bien à la tête de mettre le clignotant à gauche. Fin du Grand Sud, fin du stress permanent pour Marc Guillemot. C'est à 8h30 le lundi 12 janvier qu'il apparaît le monument de ce tour du monde qu'est le Cap Horn. J'ai enlevé la trinquette et j'ai mis le phoque de route. La mer est assez mauvaise et ça va pas s'arranger. Beaucoup de vent, beaucoup de mer cette nuit, c'est monté, enfin toute la nuit il y avait 34, 35 nœuds avec une mer très forte. Et puis là il y a un résidu de houle encore, c'est encore, mais bon, le vent a bien baissé en pression. 22 heures avant lui, Sam Davis avait contourné le célèbre caillou. Elle aussi a eu droit à un passage digne de cet endroit légendaire. Ouais, voilà tout le monde, on est là, Cap Horn. Il est là-bas, je sais pas si vous voyez. Incroyable, il y a 35 à 40 d'eau. Toute la nuit, 40 d'eau, les coins à 50. C'est de la tempête. Pendant que Sam et Marc continuent leur belle bagarre pour la 4e place, le leader Michel Desjoyaux a pris la poudre d'escampette. 340 000 d'avance sur Roland Jourdain, cela commence à faire. Mais pour Bilou, l'important est bien dans la bonne tenue de ses travaux. À base de tissu, résine, plaques de carbone monolithique, lattes de grand voile, boulons, literie, cols divers et variés et surtout beaucoup d'amour. On y croit, c'est en phase de validation, il faut que ça tienne. Et ça va tenir, yes. Fin des tempêtes, fin définitive du Vendée Globe pour Johnny Malbon, arrivé à bon port le lundi 12 à Auckland. Il va être rejoint dans quelques heures par Jean-Pierre Dick, hors course depuis le 1er janvier 2009. New Zealand, Nouvelle-Zélande, voilà la terre après 2 mois de mer. C'est à la fois dur et superbe d'arriver ici. Un paysage merveilleux, des oiseaux, des mammifères marins. Fabuleux. Lors de ce 65e jour de course, le jury international a rendu son verdict dans le chavirage de Jean Le Cam au pied du Cap Horn. On s'en souvient, ce sauvetage avait entraîné le dématage de Vincent Rioux. Son acte salvateur ne pouvait passer par perte et profit. Le jury a reclassé le skipper de PRB à la 3e place de cette édition, ex-aequo avec le 3e qui se nomme actuellement Armel Lecléache. En voile, nos décisions s'appuient toujours sur des faits. Et les faits ne sont jamais totalement identiques. Donc en fonction de ces faits, on peut être amené à prendre cette décision. En fonction d'autres faits, on pourra être amené à prendre une décision légèrement différente. Et vous voyez par exemple que sur Vincent, au départ, sur les premiers faits que nous avions, Vincent avait cassé une pièce du gréement et il se demandait s'il allait pouvoir réparer et repartir. Notre réparation à ce moment-là allait plutôt être lui accorder du temps, voire une exonération à une règle qu'il devait enfreindre. Et puis finalement, un fait s'est ajouté à ça, il a dématé et notre décision a été changée. Armel Lecléache avait lui aussi participé activement au sauvetage. Il se voit crédité de 11 heures de bonus. Il approuve à 100% la décision du jury. À moi de finir le chemin pour qu'on se retrouve tous les deux sur le podium, ça super. Et puis écoute, voilà, c'est normal, il a abîmé son bateau en sauvant Jean, donc il n'y a pas photo, hein, de toute façon, on peut pas faire mieux. En 8e position, à encore 600 000 du Cap Horn, Dick Afari de plus en plus inquiète. Sa grande voile continue de se dégrader. Les matériaux pour enrayer ce désastre commencent à manquer. Je ne peux rien faire pour le moment puisqu'il y a encore 50 nœuds de vent. Je vois des morceaux déchirés de ma grande voile qui volent, c'est horrible. Je ne sais pas encore comment je vais pouvoir me sortir de cette situation. Au classement, pas de changement en ce 66e jour de course. Michel Desjoyaux, toujours en tête, avec 270 000 d'avance sur Roland Jourdain. Marc Guillemot est en escale au Malouine pour réparer son rail de grande voile. Arnaud Boissière, sur son Akena Véranda, en 7e position, a été couché par 2 fois dans la tempête. Son antenne satellite a été arrachée par la mer. J'avoue que je ne fais pas trop le malin. Des grosses vagues, du vent très fort.
Puis, tu vois, au moment où tu te retournes, tu vois les vagues, tu dis, c'est gros quand même. Hein. Et puis tu te retournes, ah bah non, mais là il y a plus gros encore. Et deux reprises, le bateau s'est couché complètement. Et puis la mer était tout le temps impressionnante, quoi. Mais le pire est encore à venir pour Arnaud Boissière, Dick Cafari et Brian Thompson, qui naviguent tous trois dans les mêmes eaux. Au pied du Cap Horn, une nouvelle dépression très forte les attend. Météo France dit que cette tempête qui arrive sera la plus forte de ce Vendée Globe, puisque les vents sont annoncés aujourd'hui à 45-50 nœuds, avec des rafales à 60, 70 et peut-être plus. Ça fait beaucoup de vent. Pendant ce temps-là, au large de Rio de Janeiro, Michel Desjoyaux vit une toute autre partition. À lui les petits airs, la navigation au pré-serré et les bords qui vont avec. Les 1000 perdus récemment face à Roland Jourdain pèsent peu dans la balance. En fait, c'est un écart qui est dû à un petit coup d'accordéon. Mais il n'y a rien d'anormal. Et de toute façon, il va bien falloir que Roland vienne tirer ces bords-là également. Et pendant ce temps-là, moi je vais être à nouveau sur la route, à nouveau à des vitesses qui vont aller aux 20-30 ans et jusqu'à 12, 14, peut-être 15 nœuds en arrivant vers Fernando de Noronha déjà. Donc à ce moment-là, l'accordéon va repartir en ma faveur. Donc moi je considère qu'il y a 350-400 000 d'écart entre nous. Mais bon, si ça vous impressionne que ça redescende à 260, moi ça me gêne pas du tout. Jeudi 15 janvier, 67e jour de course. À 4h15 du matin, Brian Thompson a franchi le Cap Horn en 6e position. Une première en solo, mais presque une habitude pour cet Anglais de 46 ans, qu'il avait déjà paré par 2 fois lors de précédents tours du monde en équipage. Le panorama a été spectaculaire, des énormes glaciers, des sommets enneigés, plein de petites îles. Il y avait beaucoup de vent avant le Cap Horn lorsque j'étais encore au large, environ 40 nœuds. Mais lors des derniers 5000 pour arriver au Horn, le vent est tombé d'un coup. Je suis passé avec 10 nœuds de vent seulement. Le Cap Horn, c'est pour dans quelques heures pour Arnaud Boissière et Dick Cafari. Si les conditions étaient encore maniables pour le passage de Brian, elles vont se dégrader très vite. La tempête annoncée depuis 48 heures sera bien au rendez-vous, avec des rafales pouvant dépasser les 70 nœuds, voire les 80 nœuds. Dick Cafari est inquiète, on le saurait à moins. My mainsail has a lot of windows where there's not a lot of it left, but I've had to hoist it because I've got to get to Cape Horn. Il y a plein de trous dans ma grande voile, mais je ne vais pas la rehisser avant un moment. Je vais essayer de passer le Cap Horn jeudi soir, avant la grosse tempête. En ce moment, j'étudie les fichiers météo pour essayer de trouver le meilleur chemin dans l'Atlantique. Les 2 prochains jours vont être très difficiles, mais je ne veux pas trop y penser non plus. Pour Marc Guillemot, le dur est derrière lui. Son escale aux îles Malouines dans la journée du mercredi 14 s'est déroulée sans encombre. Par 5 fois, il est monté dans son mât. Il a passé plus de 5 heures à 20 mètres de hauteur. Après ce petit pit stop aux Malouines, je veux dire que je suis lessivé, rincé et malheureusement j'ai pas pu faire tout ce que j'aurais souhaité parce que le boulot était énorme. Mais bon, les 7 heures de escale m'ont permis de gérer mon riz froid, de gérer pas mal de soucis qui étaient un peu plus importants que ce que j'avais envisagé, mais en tout cas, je navigue dans des conditions à peu près correctes actuellement et ça me fait du bien. Suite à cette escale, Safran évolue à plus de 350 000 du Roxy de Samantha Davis. Une navigation au pré-serré, tout ce qu'il y a de plus musclé pour la jeune anglaise. Je viens de changer de voile. J'ai mis l'enracier en place de la traquette. Et ça va nickel. Ça va pas durer longtemps. Dans la tempête, Brian Thompson, Dick Cafari et Arnaud Boissière ont fait le dos rond au pied de la terre de feu. En vrais marins, ils ont chacun joué à la perfection leur carte pour éviter au mieux la puissance d'un vent qui a bien atteint, à son plus fort, les 70 nœuds. Je suis descendu ici avec ces gros bâtons et pour avoir de l'eau à couvrir, quelquefois la direction du vent qui est arrivée, notamment du sud ou du sud-ouest qui va arriver fort. Et voilà, écoute, c'est par précaution. Là, le vent est en train de rentrer. Ça rentre un tout petit peu plus tard que prévu, mais c'est pas très grave. Je pense qu'à un moment, il faut plus penser à la sécurité en mer qu'à la course. Busy du Cap Horn, Arnaud a repris sa route en fin de matinée, tout comme Dick Cafari et Brian Thompson. Le skipper de Bahrain, Tim Pindar, a passé 18 heures à attendre sous l'île des États que les conditions s'améliorent.
2600 milles plus au nord, le leader Michel Desjoyaux est toujours finalement suivi par Roland Jourdain, qui a réouvert l'atelier bricolage. J'ai profité d'être sur l'autre bord pour restracer aussi les angles des puits de quilles, là. Et cerise sur le gâteau, j'avais un peu de traces sous-marine dans l'eau à faire, parce que je prenais un peu l'eau par le puits de quilles à bâbord. Et quand j'ai viré, miracle de la technologie moderne, je ne prends plus d'eau. Ils sont 8 à naviguer désormais dans l'Atlantique. Une remontée hors sujet pour Jean Lecam et Vincent Rioux. Tous deux étaient de passage au PC de la course. Un mot d'ordre, que leur expérience serve pour le futur. La mauvaise flottabilité de VM Matériaux à l'envers est largement mise en cause. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'avait pas beaucoup anticipé la nouvelle génération de bateaux qui avait très peu de volume à l'arrière, du fait des cockpits ouverts. Et c'est vrai que quand on y rajoute de l'eau, même si on s'y attendait pas, a priori, les bateaux sont très très enfoncés de l'arrière. Et puis de l'eau dans un bateau retourné, ça peut arriver très très vite, parce que comme Jean, le bateau chavire vite, la porte n'est pas fermée, et puis une fois que c'est parti, on ne peut plus rien y faire. Le prochain coup, les trappes de survie, elles ne seront pas à l'arrière du bateau, ça je peux vous le dire. Une nouvelle belle histoire est née sur ce Vendée Globe. Depuis hier, les deux derniers du classement, Raphaël Dinelli et Norbert Sedlasek, naviguent ensemble. Ils ont décidé de rester ainsi jusqu'au Cap Horn, encore distant pour eux de 3500 milles. On s'est rencontrés hier après-midi, on a navigué ensemble pendant 2h30. On s'est pris en photo, on s'est filmé, mais surtout on a beaucoup parlé à la VHF. 8 nœuds de moyenne pour le nouveau couple, plus de 14 nœuds pour Michel Desjoyaux. Son avance sur Roland Jourdain est confortable, plus de 450 000, alors qu'il s'apprête à passer l'équateur dans la journée du lundi 19 janvier. Ce même jour, l'Anglais Steve White passera pour la première fois de sa vie le Cap Horn. Un moment de grand bonheur que vit déjà Roland Jourdain. C'est bien en chanson que s'achève cette 10e semaine de course. Bienvenue dans l'Alizé du Sud-Est qui nous avait boudé à l'aller et qui nous prend tranquillement ici sur un Veolia réparé, nettoyé, rangé comme son skipper. Donc un bon moment de répit avant de savoir ce qui va nous attendre dans l'hémisphère nord. Pour l'instant c'est cool. Voilà, voilà.